Je m'appelle Miles Carter, et si vous m'aviez demandé il y a quelques mois ce que signifiait le mot « sûr », j'aurais désigné Naomi. Non pas une histoire d'amour dramatique ou un moment fort sur Instagram, mais les moments de calme, le léger tintement de sa cuillère contre sa tasse pendant que nous sirotions un café à la table de la cuisine le dimanche matin, ses rires mi-clos quand j'essayais de danser en chaussettes sur notre carrelage, la façon dont elle se blottissait contre moi pendant des films qu'elle avait déjà vus 3 fois. Notre relation n'était pas parfaite, mais elle était stable. Nous avions des rythmes, des habitudes. Nous travaillions tous les deux de longues heures, moi à la logistique, elle au design produit, mais nous nous occupions du temps. Nous faisions les courses ensemble le samedi, nous nous disputions pour savoir quelle pizza surgelée était la moins choquante, nous plions le linge pour les rediffusions du bureau, et nous nous écroulions parfois sur le canapé en tenue de travail avant même de nous souvenir du dîner. Je pensais que nous nous comprenions. Je pensais que le confort que nous avions construit signifiait quelque chose. Apparemment, je me trompais. Naomi avait une bande d'amis, Harper, Tasha et René. Toutes récemment divorcées, toutes nouvellement hardies, toutes prêchant soudain une sorte d'évangile post-mariage qui ressemblait plus à une rébellion qu'à une guérison. Le genre de femme qui parlait en mantra du genre, protège ta paix et reprends ton récit, et qui, apparemment, le pousse à te courir après. Je pensais qu'elle se défoulait. Naomi les trouvait amusantes, un peu folles, mais inoffensives. Je ne savais pas qu'elle plantait des graines. Je ne savais pas qu'elle l'encourageait à inventer des scénarios juste pour voir comment je réagirais, comme si j'étais un personnage d'une série dramatique écrite en abrégé sur un chat de groupe. Elle lui disait que j'étais trop à l'aise, que je ne me battais pas pour elle, que ma loyauté discrète n'était pas de l'amour, mais de la paresse. C'est là que les jeux ont commencé, sauf que j'ignorais que c'était un jeu, et j'ignorais absolument que j'étais une candidate. Ça a commencé par de petites choses que j'ai balayées. Elle s'est remise à se parfumer pour travailler. Un parfum floral et acidulé, différent de la brume lavande qu'elle se vaporisait avant de se coucher. Son maquillage était plus volontaire. Ses cheveux étaient toujours coiffés comme il faut, même les jours où elle prétendait travailler de chez elle. Elle a commencé à emporter son téléphone partout, même aux toilettes, et à le retourner sur la table quand on mangeait. Quand je l'ai attrapée, elle a tressailli comme si j'avais attrapé sa ligne médiane. Mais je ne voulais pas être ce mari, le paranoïaque, l'incertain. Je me suis convaincu qu'on traversait juste une mauvaise passe, une accalmie. Tous les couples ont ça, non? Un soir, j'ai ramené des plats à emporter de son restaurant thaïlandais préféré. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être se ressourcer. Elle a à peine touché à la nourriture, a dit avoir mal à la tête et a fait défiler les pages de son téléphone pendant que j'essayais de discuter. Elle a éclaté de rire en voyant quelque chose sur l'écran, mais quand je lui ai posé la question, elle a juste haussé les épaules et m'a répondu, ce n'est rien, juste des trucs de boulot. Je voulais la croire. Je me disais qu'elle était fatiguée, surmenée, distraite. J'ai blâmé les délais, pas la distance. J'excusais la froideur de son ton, sa soudaine réticence à me faire des câlins, la façon dont son regard ne s'attardait plus lorsqu'elle me regardait. Et puis il y avait Julien, un nouveau nom, un collègue, qui surgissait soudainement dans les stories. Julien m'a aidé à faire la maquette. Julien est resté tard pour que je n'ai pas à le faire. Julien m'a dit de lui proposer cette idée. Toujours décontractée, toujours inoffensive, mais elle m'a collé à la peau comme une écharde. Avant, elle parlait tout le temps des collègues, mais maintenant, c'était juste Julien. Toujours Julien. Je me suis dit de ne pas trop y penser, mais les murmures ont commencé à se former dans ma tête malgré tout. Étais-je trop passive, trop aveugle? Les choses ont empiré quand elle a dit qu'elle allait chez sa sœur pour le week-end. Besoin de passer du temps entre filles. Pas de problème. Sauf que j'ai croisé sa sœur, Amanda, au marché le matin même. Amanda ignorait totalement que Naomi était censée venir. Ce fut la première vraie frayeur. La première fois que j'ai laissé échapper le soupçon. Je ne l'ai pas affronté tout de suite. J'avais besoin de clarté, de preuves, de quelque chose qui ne soit pas seulement mon instinct, mais qui soit déjà en pleine ébullition. La nuit, pendant qu'elle dormait à mes côtés, je fixais le plafond et me demandais depuis combien de temps j'étais l'étranger chez moi. Je me demandais si j'avais manqué des signes dès le début, si je m'étais trop installé dans mon confort sans réaliser que Naomi voulait plus que des dîners tranquilles et des playlists partagées. Quand je lui ai enfin demandé, tout était calme. On se brossait les dents. Je ne voulais pas que ça se dispute. Je me suis juste retourné, brosse à dents à la main, et j'ai dit, tu me trompes? Elle s'est figée,
ni en colère, ni offensé, juste les yeux écarquillés. Sa bouche est restée ouverte un instant de trop. Puis sont venues les larmes, les halètements. Comment as-tu pu me demander ça? Pourquoi as-tu pensé ça de moi? Jamais. Mais pas une seule fois elle n'a dit non. Pas une seule fois elle ne m'a regardé dans les yeux en disant, bien sûr que non, Miles. Je t'aime. Elle s'est tordue dans ses émotions, simulant l'indignation sans répondre. Et pour moi, ce silence était plus fort que n'importe quelle confirmation. Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé, les yeux fixés sur notre photo de mariage, celle où elle avait glissé sa tête sous mon menton, son sourire légèrement en coin, ma main posée sur son dos, comme si j'avais enfin trouvé ma place. Je me souviens des vœux que nous avions écrits. Je me souviens de la façon dont elle avait pleuré en lisant les siens. Je pensais à toutes les fois où je lui avais confié ma vraie nature. Mon anxiété après avoir perdu mon emploi des années auparavant, la crise de panique qu'elle avait utilisée pour me soutenir. La façon dont elle m'avait tenu la main sous la table quand j'avais rencontré sa mère, si critique. Tout cela m'avait soudain semblé être un piège. Une lente ascension pour être poussé dans le vide. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans le noir à l'écouter respirer, me demandant si elle rêvait de Julian. Je me demandais si tout ce mariage n'était devenu qu'une grande mise en scène où j'étais la seule à jouer franc jeu. Et pire encore, je me demandais ce qui avait bien pu être faux. Quels autres moments ont été entachés de manipulation, de jeux auxquels j'ignorais avoir participé? Mais même dans cette douleur, je n'arrêtais pas de penser que nous pourrions peut-être arranger les choses. Peut-être qu'en parlant, vraiment en parlant, nous pourrions nous ressaisir. Parce que le confort ne se brise pas. Le confort se mérite. Le confort est le but après tout le chaos des rendez-vous, des chagrins d'amour et des essais et erreurs. Je pensais que nous y parviendrions ensemble. Je pensais que nous le voulions tous les deux. Mais Naomi voulait à nouveau des feux d'artifice, et elle était prête à brûler la maison pour les obtenir. Le premier vrai signe que quelque chose n'allait pas, ce n'était pas le parfum, ni les appels téléphoniques, ni même le nom de Julian. C'était le silence, celui qui s'insinuait dans les espaces où les conversations avaient lieu. Naomi et moi parlions, pas toujours de choses importantes, mais des petits détails du quotidien qui soudent une vie. Elle me parlait de clients aux exigences impossibles ou du trajet en ascenseur gênant avec la nouvelle stagiaire qui sentait l'oignon. Je lui raconte que mon patron a encore mal prononcé, logistique, ou que le distributeur automatique a englouti ma carte et mon déjeuner. Mais entre notre anniversaire de mariage en mars et ce mardi de juillet, le silence a commencé à s'installer. Je lui demandais comment s'était passé le travail et elle haussait les épaules. Je disais qu'elle me manquait pendant le déjeuner et elle répondait vaguement, c'était juste une longue journée. Ces journées ont commencé à s'accumuler comme des briques et je n'ai réalisé que je construisais un mur entre nous qu'une fois dehors. Le parfum est venu ensuite, un parfum floral coûteux que je n'avais pas senti sur elle depuis des années. Elle le gardait au fond d'un tiroir, un parfum qu'elle portait pour les mariages ou les rares sorties. Soudain, elle le portait au travail, le vaporisant avant de partir le matin d'un mouvement distrait du poignet. Je l'ai remarqué. Je l'ai toujours remarqué, mais je n'ai pas posé la question. Pas encore. Je ne voulais pas paraître accusatrice ou, pire, peu sûre d'elle. Mais il m'a fait signe que oui, car le parfum n'était pas qu'une odeur, c'était une intention. Puis il y a eu les appels téléphoniques. Bref, discret, silencieux derrière la porte de la salle de bain. Sa voix légère, presque aguicheuse, parfois perçante d'un rire que je n'avais pas entendu depuis des semaines. Quand je lui demandais à qui elle parlait, elle balayait la question. Juste Tasha ou Harper avaient besoin de conseils. Toujours les mêmes 3 noms en rotation. Mais soudain, Julian est apparu dans le script. Julian m'a aidé à réaliser une maquette. Julian a trouvé l'erreur du fournisseur. Julian est le seul à vraiment écouter au travail. Chaque mention lui piquait comme une aiguille. Elle a prononcé son nom avec une familiarité, celle qui m'appartenait autrefois. Un soir, elle est rentrée tard. Elle a dit qu'ils avaient fait un apéro d'équipe. Rien de fou, juste des verres et des rires. Je lui ai demandé si elle avait mangé. Elle a dit qu'elle n'avait pas faim, mais je sentais l'ail dans son haleine. Quelque chose de ce restaurant italien près de son bureau. L'endroit, disait-elle, trop lourd pour dîner. Elle a enlevé ses talons et s'est dirigée droit vers la douche. Je l'entendis fredonner tandis que l'eau coulait et quelque chose en moi s'enfonçait. Il fut un temps où elle rentrait à la maison et laissait tout tomber pour m'embrasser, se plaindre de ses pieds douloureux,
me raconter qui disait quoi et qui portait quoi. Mais maintenant, j'étais spectatrice. Un bruit de fond. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était que dans ma tête, que je me faisais trop d'illusions sur les changements que les gens traversent. Les femmes évoluent. Le travail devient stressant. Peut-être étais-je passé trop loin en pilotage automatique. Peut-être n'avais-je pas été assez présente. J'ai même cherché sur Google, comme une idiote, des signes de déconnexion émotionnelle au milieu de la nuit, espérant trouver quelque chose à régler. Espérant que c'était moi le problème, car si c'était le cas, je pourrais changer. Je pourrais arranger les choses. Mais vint le jour où j'ai vu Amanda, la sœur de Naomi, au marché. Naomi m'avait dit qu'elle passait la nuit chez Amanda. Elle avait besoin d'une soirée entre filles, juste d'un moment entre sœurs. Je lui ai dit qu'elle me manquerait et elle m'a embrassé distraitement sur la joue en partant. Le lendemain matin, je suis passé au marché acheter des fruits frais et peut-être des fleurs, histoire de lui faire une surprise à son retour. Amanda était là, à glaner des pêches. J'ai souri, lui ai fait un signe de la main et lui ai dit, « J'espère que Naomi ne t'a pas empêché de dormir toute la nuit. » Amanda a cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai dit, « Elle n'est pas restée avec toi. » Elle a hésité. Le genre de silence qui dure une seconde mais qui fait l'effet d'un coup de poing. Non, je ne l'ai pas vue depuis la semaine dernière. C'est à ce moment-là que quelque chose a craqué. Pas violemment. Pas par des cris ou une confrontation. Juste une clarté froide, comme un brouillard qui se dissipe après des semaines de trébuchement. Je suis rentré chez moi en silence. Je n'ai pas appelé Naomi. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. J'ai juste attendu. J'ai attendu qu'elle revienne avec son sourire rodé et ses demi-vérités. Et quand elle est revenue, quand elle a franchi la porte et jeté son sac sur le canapé comme si de rien n'était, je lui ai demandé calmement et directement, « Tu me trompes ?» Elle s'est figée. Ses yeux se sont étirés. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti au début. Puis, comme un robinet ouvert trop vite, les émotions ont déferlé. Confusion, incrédulité, indignation. Quoi, Miles? Non. Comment as-tu pu penser ça? C'est tellement insultant. Jamais je ne le ferai. Mais j'ai remarqué que sa main tremblait lorsqu'elle a décroché son téléphone. J'ai remarqué qu'elle ne l'a pas nié. Pas avec la franchise avec laquelle on dit généralement la vérité. Il n'y a pas eu de « bien sûr que non ». De quoi tu parles? Juste de l'indignation et des larmes. Et quand j'ai mentionné Amanda, elle a balbutié quelque chose à propos de plans qui avaient changé à la dernière minute. Comment elle avait dormi chez Tash à la place. Mais je savais que la vérité tournait autour d'elle, juste hors de sa portée. Et elle espérait que j'arrêterais de la chercher. Cette nuit-là, nous étions allongés côte à côte dans le lit, 30 centimètres de matelas entre nous comme un canyon. Elle me tournait le dos. Sa respiration était irrégulière. Je fixais le plafond, me demandant si j'aurais la force de repousser cette chose du bord. Je me demandais s'il restait encore quelque chose à sauver. Le pire, ce n'était pas ce que je soupçonnais. C'était à quel point je voulais encore la croire. À quel point je voulais qu'elle se retourne et dise, rien de tout ça n'est ce que ça paraît. Je t'aime. Je suis juste perdu. Mais ces mots ne sont jamais venus. Et en leur absence, le silence s'est installé, profond, tordu. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne pense pas qu'elle non plus. Mais aucune de nous deux n'a dit un mot. Et ce silence était la trahison la plus bruyante de toutes. Je regardais les rediffusions tard le soir d'une série que Naomi et moi adorions. Quelque chose dans cette histoire me rapprochait de qui nous étions. L'épisode était à la moitié quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais local. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Des parasites, puis des rires, et enfin une voix que je connaissais mais que je ne voulais jamais entendre. À cette heure-là. Harper Miles, a-t-elle marmonné, étirant mon nom comme ta fille. Ça marche, a dit Naomi. Tu lui as encore apporté des fleurs. Elle avait besoin de ça. On est fiers d'elle. Mon estomac se serra. J'ai coupé le son de la télé. Ça marche? Ai-je demandé prudemment, me sentant déjà au bord de quelque chose de raide et de dangereux. Harper a ricané. Ouais, tu sais tout. C'est génial. On lui avait dit que ça marcherait. Que tu recommencerais à l'apprécier.
Que tu lui courais après si elle te faisait une petite frayeur. Quoi? Ma voix est devenue basse et froide. Il y a eu un silence au bout du fil, le genre que seuls les gens ivres ressentent trop tard. Oh, attends. Tu ne savais pas? Oh mon Dieu. Je croyais que Naomi ne te l'avait pas dit. Bon, merde. Dis-moi quoi, Harper? Elle a essayé de faire marche arrière. Je l'ai entendu. Le léger changement de ton, le pivot désespéré. Ce n'est pas grave, en fait. Juste, tu sais, des conversations de filles. Entretenir une relation. On a lu cet article. Harper. D'accord. D'accord. Ne me fais pas peur. Naomi se sentait négligée. Pas vraiment dans le mauvais sens du terme, juste, tu sais, l'ennui. Alors, on lui a dit de faire bouger les choses, de faire des allusions, de faire comme si quelqu'un au travail était intéressé. De dire un nom par-ci. De rentrer un peu tard par là, juste pour voir comment tu réagirais, pour te rappeler ce que tu as. Je suis resté figé. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée jusqu'à en avoir mal aux articulations. Tu lui as dit de faire semblant de tricher pour changer les choses. Harper a grogné. Ce n'est pas de la triche si c'est faux. Allez. C'était juste une poussée. Un petit projet. On avait même un nom pour ça. Projet réveil. Mignon, non? Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Ma poitrine brûlait, mais mon visage était glacé. Mon esprit repassait en boucle chaque scène des 6 dernières semaines comme un montage cruel. Le parfum, les douches, les rires derrière les portes closes. Les soirées entre sœurs. Julian, ça va? A demandé Harper après un long silence. Je raccroche maintenant, ai-je dit en essayant de paraître calme. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas crié. Peut-être parce que le cri aurait rendu la chose réelle. Peut-être parce que je savais au fond de moi, dès l'instant où j'aurais explosé, que je ne pourrais jamais m'en remettre. Attends, Miles, ne sois pas fâché. On voulait juste t'aider. J'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone comme s'il m'avait trahi, comme si l'appareil lui-même avait tenu le couteau. Puis je me suis levé lentement, je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau parce que j'avais besoin de faire quelque chose d'humain, de normal. Mais l'eau n'a servi à rien. Elle est restée dans ma main, tandis que la rage bouillonnait en dessous. Ce n'était pas que de la colère. C'était quelque chose de plus corrosif, de plus cinglant. Trahison, humiliation, chagrin, tout cela mêlé à un homme malsain. J'ai repensé aux semaines passées à douter de ma valeur, à me dire que je n'étais peut-être pas assez bien, que Naomi m'avait peut-être dépassé, que j'étais peut-être devenu une version fade de moi-même qu'elle ne reconnaissait plus. J'ai repensé aux nuits où je n'arrivais pas à dormir. La perte de poids, les matins distraits, les regards creux dans le miroir, et tout cela, chaque once de douleur, avait été orchestré, fabriqué comme une mise en scène théâtrale. Je me suis rassis. La télévision était toujours allumée, les rires résonnant dans le salon comme une insulte. Je l'ai éteinte. J'avais besoin de silence maintenant, mais pas du silence que Naomi m'avait infligé pendant des semaines. J'avais besoin d'un silence que je puisse m'approprier. Le pire, le plus impardonnable, c'est que Naomi m'a regardé m'effondrer. Elle a vu les fissures. Elle savait ce que je traversais et elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas dit que c'était allé trop loin. Elle n'en a pas dit assez. Elle a laissé les choses se dérouler comme si j'étais une expérience et qu'elle attendait les résultats. A-t-elle pris des notes mentales? A-t-elle fait un compte rendu aux autres? Il a posé des questions sur Julian aujourd'hui. Il avait l'air anéanti. Ça marche. J'ai pensé à Julian. Lui avait-elle seulement parlé? Ou n'était-il qu'un autre pion involontaire dans ce théâtre tordu? Y avait-il un fil de discussion entre quatre, à rire de la façon dont j'avais annulé notre soirée par insécurité? Ou de mon hésitation à l'embrasser, ne sachant plus si j'en avais le droit? Je me suis levé et j'ai traversé le couloir jusqu'à sa chambre. Elle dormait, dos à la porte, recroquevillée sous les couvertures, dans un enchevêtrement de membres qui autrefois me faisait me sentir chez moi. Je l'ai regardée respirer un instant, me demandant comment quelqu'un pouvait paraître si paisible avec un sourire aussi venimeux. Je ne l'ai pas réveillée. Qu'aurais-je pu dire? Que ses amis étaient cruels et qu'elle les suivait comme une écolière cherchant à s'intégrer. Que je n'étais pas un sujet d'expérience et que ma douleur ne la divertissait pas? Non, pas ce soir.
Ce soir, j'ai laissé la fureur se transformer en quelque chose de plus froid. La résolution. Elle a légèrement remué dans son sommeil, murmuré quelque chose que je n'ai pas compris. Et j'ai alors compris que ce n'était pas une rupture dans notre mariage. C'était une trahison intentionnelle. Un choix fait, répété, peaufiné et mis à exécution. Et il y a quelque chose dans l'intention qui change tout. Les accidents, ça se pardonne. Les malentendus, ça se démêle. Mais un plan, une stratégie, ce n'est pas une fissure dans les fondations. C'est de la démolition. Je suis sorti et je me suis endormi sur le canapé, les yeux rivés au plafond, tandis que l'horloge affichait plus de 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Le lever du soleil n'apportait pas de réconfort, juste une confirmation. Ce n'était pas une bêtise. Ce n'était pas une farce. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ne plus aimer. Pas soudainement, pas violemment, mais avec une certitude inébranlable, comme une porte qui se referme. Lentement et se verrouille enfin. J'ai attendu le matin, non pas parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Non, j'avais déjà pris ma décision pendant ces heures à fixer le plafond. Mais parce que je voulais la lumière du jour, je voulais qu'elle voie l'expression de mon visage sans ombre. Je voulais qu'elle ressente le poids de ce qu'elle avait fait, pas seulement dans des murmures ou des sanglots étouffés, mais dans une lumière intense et impitoyable. Naomi entra dans la cuisine en se frottant les yeux, vêtue d'une de mes vieilles chemises, son uniforme habituel du matin, celui qui me réchauffait autrefois. Maintenant, j'avais l'impression qu'elle jouait encore une pièce que j'avais déjà quittée. Elle ouvrit le réfrigérateur, prit du jus d'orange, se versa un verre, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle leva les yeux et me remarqua assise à table. « Miles, tu es debout tôt, dis-je. » Rien. Je l'ai juste regardée. Elle se figea, le verre à moitié porté aux lèvres. « Tout va bien ? » « Non, dis-je d'une voix neutre. Ce n'est pas le cas. Son visage se crispa. Je le vis. La reconnaissance, la peur, la prise de conscience que sa petite expérience avait enfin atteint le stade où le rat de laboratoire riposte. « J'ai reçu un appel hier soir, dis-je. » Elle cligna des yeux. « De qui ? » Harper. Le verre toucha la table avec un léger cliquetis. « Oh, dit-elle, à peine un souffle. »« Ouais. » J'ai hoché la tête. « Oh. » Naomi s'est affalée sur la chaise en face de moi comme on le fait quand ses genoux ne lui font plus confiance. « Miles, je ne commence pas à pleurer. »« Pas encore. » Elle déglutit difficilement, les lèvres tremblantes. « Je ne voulais pas que ça aille si loin, mais c'est arrivé. Je ne pensais pas que tu le ferais. » Elle s'est interrompue comme si elle allait dire quelque chose qui creuserait le trou plus profondément. « Je ne pensais pas que je... » Quoi ? Je me suis penché en avant. Tu as remarqué ? Tu t'effondres. Les larmes ont coulé comme si elle avait répété ce passage aussi. Ce n'était pas censé te faire mal. Je te jure, Miles. C'était juste Harper, Tasha. Ils ont dit que ça réveillerait les choses, que tu me reverrais. J'ai ri amèrement et sèchement. À plus, Naomi. Je n'ai jamais cessé de te voir. Je te voyais tous les jours. Je te voyais quand je payais la facture d'électricité. Quand je préparais le dîner, quand j'attendais ton retour juste pour qu'on mange ensemble. Je t'ai vu dans tout ce qu'elle avait. Elle se couvrit le visage de ses deux mains. Je ne voulais pas te blesser, mais tu l'as fait. Et le pire, c'est que tu m'as regardé sombrer pendant des semaines. Tu m'as regardé assise en face de toi, le doute dans les yeux, et tu n'as rien fait. Je pensais que si tu étais jalouse, ça voulait dire que tu tenais encore à moi. Je me suis levé, faisant les 100 pas. La jalousie n'est pas un langage amoureux, Naomi. C'est un déclencheur. Tu m'as fait douter de ma santé mentale. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. Comme si j'étais une sorte de remplaçante invisible dans mon propre mariage. Elle s'est levée aussi. Je ne savais pas comment nous arranger. Je ne savais plus comment te parler. Alors, au lieu de ça, tu écoutais les femmes qui célébraient le divorce comme si c'était un rite de passage. J'ai craqué. Tu les as laissés te convaincre que manipuler ton mari était une forme de bien-être. Elle pleurait à chaudes larmes. Plus de mascara, plus de bouclier. J'avais juste l'impression que tu ne te battais plus pour moi. Je la fixais du regard. L'incrédulité se répandait comme une flamme dans mes yeux. Je me suis battu pour nous chaque jour.
J'étais présent. Je suis resté fidèle. J'ai fait des sacrifices. J'ai été si loin que j'ai failli craquer. Et au lieu de venir me confier tes peurs, tu as créé une fausse liaison pour tester mon amour. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. Peut-être pas. Peut-être jamais. Tu as dit que c'était une blague idiote, ai-je dit en baissant la voix. C'est le mot qu'Harper a utilisé. Idiote. Tu sais ce que j'ai fait pendant ces 6 semaines? J'ai perdu le sommeil. J'ai sauté des repas. J'ai commencé à chercher, thérapeute, sur Google dans ton dos parce que je pensais être brisé. Parce que tu m'as fait croire que j'avais échoué. Elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris. Quoi? J'ai dit, je suis désolé. Sa voix était devenue infernale. Je pensais que ça prouverait qu'il y avait encore quelque chose entre nous. Je pensais que si tu avais peur de me perdre, ça aurait plus d'importance. Et qu'as-tu pensé quand je t'ai demandé si tu me trompais? J'ai demandé doucement en te regardant dans les yeux et en implorant ton honnêteté, et tu m'as fait verser des larmes en silence. Qu'est-ce que tu pensais que ça me ferait? Je ne savais pas, dit-elle. Je ne savais pas à quel point ça me blesserait. Si, tu le savais. C'est ça, Naomi. Tu le savais. C'est pour ça que tu l'as fait. Tu voulais une réaction. Tu voulais de la douleur. Juste assez pour prouver ton point de vue. Elle a fait un pas vers moi. On peut revenir en arrière? Je sais que c'est grave. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je t'aime, Miles. Je jure que je n'ai jamais touché Julian. Il ne sait même pas. Rien de tout ça n'était réel. Mais la douleur était réelle, dis-je. Et c'est ce qui compte. Elle s'est arrêtée, figée par la finalité de mon ton. Je ne vais pas crier, dis-je. Je ne vais pas supplier. Je ne vais même plus te demander pourquoi. Parce que je sais déjà que tu voulais te sentir désiré. Et au lieu de me parler, à moi, l'homme que tu as épousé, tu as décidé de me tester comme un chien. Voir si j'aboie. Voir si j'allais chercher. Voir si je craque. Elle a réessayé. S'il te plaît, Miles. Je ne fais plus ça, ai-je dit. Pas comme ça. Je suis passé devant elle en direction de la chambre. Pas pour dormir, pas pour me reposer, juste pour respirer. Pour me tenir dans une pièce qui sentait encore son parfum et découvrir ce qui me restait de moi. Parce que je n'étais pas seulement fatigué. J'en avais marre. Marre d'être un personnage dans le jeu de quelqu'un d'autre. Marre d'aimer quelqu'un qui avait besoin de souffrir pour se sentir vivante. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai pas claqué les portes. Je n'ai pas fait de scène parce que je n'en avais pas besoin. La décision avait déjà été prise. Pas seulement dans ma tête, mais au creux de ma poitrine, là où quelque chose vivait autrefois. Un endroit qui contenait autrefois chaleur, partenariat et foyer avait été nettoyé. Et maintenant, il ne restait qu'une clarté tranquille. Ce matin-là, je me suis réveillé avant Naomi. Le soleil n'avait même pas encore percé les stores. Assise au bord du lit, je fixais le tiroir où je rangeais mes chaussettes et je me suis dit, pas besoin de crier pour partir. Il faut juste que je bouge. J'ai ouvert lentement le tiroir, attrapé une pile de t-shirts et emballé mes affaires en silence. Pas de pliage, pas d'organisation minutieuse, juste un t-shirt, un jean, des sous-vêtements, des chaussettes. Puis les chaussures que je portais toujours le dimanche. Mes préférées. Un sweat à capuche qu'elle me piquait quand elle avait froid. J'ai tout mis dans un sac de sport. Rien de méticuleux, pas de liste de contrôle, juste de l'instinct. Je ne savais pas où j'allais exactement. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. En fermant le sac, je me suis arrêté une seconde, mon regard errant vers la photo de mariage sur la commode. Nous, 5 ans plus jeunes, moi dans ce tailleur anthracite que j'avais juré de ne plus jamais porter. Elle dans cette simple robe crème qu'elle avait choisie sans moi parce qu'elle disait vouloir que ce soit une surprise. Nous avions l'air heureux. Peut-être l'étions-nous. Peut-être étions-nous juste doués pour faire semblant. Même là, je ne me suis pas attardé sur ce souvenir. J'ai pris mes clés, mon portefeuille, mon chargeur, et j'ai laissé la photo derrière moi. Je n'en avais pas besoin là où j'allais. J'ai porté le sac jusqu'à la voiture et j'ai ouvert le coffre. En le jetant, une étrange sensation m'a envahi. Ni tristesse, ni colère,
juste une sensation d'apesanteur, comme si j'avais tenu quelque chose dont j'ignorais le poids jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je suis resté là 1 minute, à contempler la rue matinale, silencieuse, vide, inconscient de la petite révolution qui se déroulait devant ma maison de ville de 2 chambres. Mon téléphone était déjà dans ma main. J'ai envoyé un texto à mon frère Avri. Je peux m'arrêter un peu? Il a fallu moins de 10 secondes pour que la bulle apparaisse. Toujours. Ça va? Pas encore, mais ça ira. Je me suis glissé au volant et j'ai démarré le moteur. La maison était toujours derrière moi. Naomi dormait probablement encore, inconsciente que la version de moi qui était restée, qui avait essayé, qui avait toléré et qui avait gardé espoir avait déjà disparu. L'homme qui luttait contre le doute, qui pleurait dans la voiture à 2 pâtés de maison de la maison, qui fixait sa brosse à dents en se demandant si elle se la brossait avant de rejoindre le monde imaginaire de Julian, lui aussi était parti. Je n'ai pas laissé de mots. Elle n'en méritait pas un. Je n'ai pas claqué la porte, et je n'ai pas vérifié. La comédie était terminée. J'en avais assez de faire comme si tout était récupérable juste parce que nous partagions un prêt immobilier et des souvenirs. En traversant le quartier, j'ai croisé la promeneuse de chiens à qui nous faisions signe tous les matins. Elle m'a adressé un sourire confus, remarquant probablement le sac sur la banquette arrière. Je ne l'ai pas rendu. J'ai simplement continué ma route. En arrivant dans la résidence d'Avri, je me suis garé à l'ombre du seul arbre encore feuillu à cette époque de l'année. Avri m'a accueilli à la porte en short de sport et débardeur, une tasse de café dans une main et un air inquiet dans l'autre. Il n'a pas posé de questions, s'est juste écarté et a dit « Les chambres d'amis sont faites. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. » C'était ça, le truc avec Avri. Il ne piquait pas de plaie, il proposait de la gaze. J'ai hoché la tête, lui ai serré l'épaule en passant et ai déposé le sac dans une pièce qui sentait la lessive et les bougies à la sauge. Je me suis assis sur le lit. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de devoir me préparer. Je n'avais pas à me demander ce qui était réel et ce qui était mis en scène. Pas de message fantôme à décoder, pas de silence étrange à interpréter. Juste moi et 4 murs dans un espace qui ne mentait pas. Plus tard dans la matinée, Naomi a appelé une fois. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un texto, « Où es-tu? On peut parler ?» J'ai fixé l'écran et n'ai pas tapé un mot, car nous avions déjà parlé. Elle ne m'avait tout simplement pas écouté. Le reste de la journée s'écoula dans un brouillard. Avri ne s'attarda pas. Il me laissa de l'espace. Il commanda un repas chinois, me servit un verre de whisky et me mit un jeu que nous regardions à peine. J'appréciais le bruit, même si mon esprit était encore en train de trier 1000 dévastations silencieuses. Je n'arrêtais pas de penser à la phrase qu'elle avait utilisée. Ce n'était qu'une blague. Comme si ma dépression était une blague. Comme si les nuits blanches et les matins paranoïaques étaient des punchlines. Comme si la façon dont je me tenais debout sous la douche un matin, l'eau froide, incapable de bouger, n'était pas réelle. Je n'étais plus en colère. J'étais pire. J'en avais fini. Vers minuit, je sortis sur le balcon d'Avri. La ville bourdonnait en contrebas, douce et lointaine. Je levai les yeux vers les étoiles, vers l'étendue de néant au-dessus de ma tête, et pris ma première grande inspiration depuis des semaines. Je n'avais pas quitté Naomi parce que je ne l'aimais pas. Je l'avais quittée parce que je m'aimais enfin davantage. Il n'a pas fallu longtemps à Naomi pour réécrire l'histoire. 3 jours après mon arrivée chez Avri, j'entendais déjà des versions de moi-même que je ne reconnaissais pas. Je suis devenu le mari autoritaire, le type coincé qui ne supportait pas la blague, l'homme émotionnellement fragile qui prenait un peu de piment dans une relation pour une trahison. Apparemment, je manquais d'humour. J'exagérais les choses. Je ne comprenais pas la façon dont les femmes renouent les liens. Je ne l'ai même pas entendu de sa bouche. Je l'ai appris par une amie commune, Janelle, qui travaillait avec Naomi et qui m'a envoyé un texto tard le soir après un apéro d'entreprise. Dis donc, je prenais juste de tes nouvelles. Naomi a raconté à tout le monde que c'était un malentendu, que tu avais toujours été un peu intense, que tu n'étais pas doué avec les amitiés féminines. J'ai scruté le message un long moment. Je ne savais même pas comment répondre. Je ne voulais pas impliquer Janelle dans cette histoire. Elle ne me devait rien. Mais ces mots ont laissé une blessure plus profonde que prévu. Naomi ne s'excusait pas. Elle protégeait son image, aplanissait les fissures en me présentant comme celui qui avait fracturé le premier.
J'ai aussi commencé à reconstituer la situation à partir d'autres sources. Quelques collègues de son travail ont cessé d'aimer mes publications en ligne. Des amis communs ne m'ont pas répondu. Même Avri a dit, tu n'imagines pas tout ce qui circule. On dirait qu'elle organise une tournée de presse. Le pire, c'est qu'elle a dit à quelqu'un que j'étais une manipulatrice émotionnelle. Que j'avais essayé de la convaincre de rester alors qu'elle cherchait juste à se trouver. Que je l'avais abandonnée alors qu'elle avait besoin de patience. J'ai fixé le plafond cette nuit-là, hésitant entre rire et crier. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un autre SMS. S'il te plaît, on peut se parler en personne? Juste pour clarifier les choses. Je n'ai pas répondu. À ce moment-là, je savais ce que « clarifier les choses » voulait dire. Cela signifiait un autre monologue déguisé en conversation. Cela signifiait qu'elle essayait de prendre au scalpel ma version de la vérité et de la réécrire en temps réel. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon courriel et envoyé quelque chose de bien plus définitif. Objet, médiation. Mon avocat, Devon, avait déjà rédigé les documents. Nous correspondions depuis le lendemain de mon départ. Je ne voulais pas la guerre, mais je voulais une distance avec un soutien juridique. Naomi a répondu dans les heures qui ont suivi, non pas avec résistance, mais avec stupeur. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle écrit. « Tu abandonnes à cause d'une erreur. Tu gâches 8 ans parce que j'ai essayé de nous réveiller. » Je fixais ces mots comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Une erreur implique qu'elle n'était pas intentionnelle. Nous réveiller implique que nous dormions. Mais je n'ai jamais dormi. J'étais juste fidèle. J'étais cohérent. J'étais présent. C'est elle qui a transformé un mariage en parcours du combattant et m'a bandé les yeux. Le lendemain, Harper a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux. Une de ces petites piques élégantes déguisées en émancipation. Parfois, il faut faire l'effort pour la bonne raison. Protégez votre paix, Queens. Il y avait 300 likes. Je n'avais pas besoin de deviner à qui était la légende. Naomi a de nouveau envoyé un message. Vous les laissez vous retourner contre moi. Tu sais que je t'aime toujours, non? Et peut-être qu'elle l'a fait. Peut-être d'une manière déformée, désespérée et égocentrique. Naomi m'aimait. Mais je ne faisais plus confiance à ce genre d'amour. J'adore qui fait mal et l'appelle guérir. J'adore ce test sans consentement. J'adore qui blâme ses blessures sur le seul saignement. Je ne lui ai pas répondu, mais j'ai fait défiler nos anciens messages ce soir-là. Anniversaire, SMS vous manquez, photos de midi, petits instantanés de ce qui était réel. Je me demandais un instant si tout avait été un mensonge. Mais ensuite j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas tout un mensonge, juste la fin, juste la partie où j'étais censé continuer à sacrifier ma dignité pour la faire se sentir puissante. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de René, l'un de ces pom-pom girls divorcés. Tu sais qu'elle en spirale, non? René a écrit, ce n'est pas ce qu'elle voulait. J'ai regardé ce message. Pas ce qu'elle voulait. Alors qu'est-ce qu'elle voulait? Cela m'est apparu, puis Naomi n'était pas bouleversée de me perdre. Elle était bouleversée de perdre l'histoire, le contrôle, la version des événements où elle ressemblait toujours à la personne qui a essayé. Elle a posté une photo plus tard cette semaine, elle et Harper dans un brunch sur le toit. Le champagne sourit, cette légende de la signature, la croissance n'est pas toujours jolie, mais cela en vaut toujours la peine. Les commentaires ont jailli. Emoji de cœur, emoji de feu. Tu brilles, fille. Nouveau chapitre. Personne n'a demandé ce que cette croissance avait coûté. Personne n'a demandé qui avait été enterré pour qu'elle puisse fleurir. Je me suis assis sur le balcon d'Avry ce soir-là avec une bière dans une main et mon téléphone dans l'autre. Pensez à quel point c'est surréaliste. 8 ans de vie partagée ont réduit au rôle d'un méchant dans la bobine de surbrillance de quelqu'un d'autre. Mais voici la chose. Je ne voulais pas être le méchant. Je ne voulais pas non plus être la victime. Je voulais juste être libre. Je voulais la paix qui ne nécessitait pas de stratégie. Je voulais une vie où le sol n'avait pas l'impression de bouger chaque fois que je montais dans la même pièce que la personne qui avait promis une fois de protéger mon cœur. Donc, j'ai commencé à dire la vérité, pas pour la blesser, mais pour me récupérer. Lorsque des amis ont tendu la main, je n'ai pas menti. Ouais, elle a simulé une affaire. Ouais, c'était exprès. Ouais, ses amis l'ont encouragée.
Non, je ne vais pas bien, mais je le serai. Je n'essayais pas d'empoisonner le puits. J'avais fini de prétendre qu'il y avait de l'eau dedans. Elle a essayé d'appeler à nouveau pendant la semaine de préparation de la médiation. J'ai de nouveau refusé. Elle m'a envoyé une photo de nos premières vacances ensemble. Dit que nous étions bons une fois. Rappelez-vous? Je me suis souvenu. Mais je me suis également souvenu que la femme sur cette photo ne serait pas assise silencieusement pendant que je démêle juste pour me sentir recherché. Et l'homme sur cette photo, il n'aurait pas accepté le silence comme amour. Donc, je n'ai pas répondu parce que c'était le moment où j'ai réalisé autre chose. Naomi n'a pas seulement réécrit notre histoire aux autres. Elle essayait de le réécrire pour elle-même, et je ne serais pas un personnage dans sa révision. Plus maintenant. Lorsque le nom de Tasha est apparu sur mon écran, je ne l'ai presque pas reconnu. Je n'avais pas entendu parler d'elle directement car tout a explosé. Elle a toujours été la plus audacieuse du trio, celle qui faisait ressembler le sarcasme comme des écritures, celle qui roulerait des yeux sur quoi que ce soit ressemblant à la vulnérabilité. Voyant son nom maintenant avec le message « Café », il suffit de parler, a fait quelque chose en moi titan. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû supprimer le texte et passer à autre chose. Mais la curiosité a sa propre traction gravitationnelle. Et peut-être, une partie de moi voulait regarder la folie dans les yeux et demander « Que diable pensiez-vous » J'ai choisi un spot public, un territoire neutre, un café, un coin de la faim et la loi, une place de musique, un territoire neuf, un café assez fort pour brouiller les vérités inconfortables. Des amis se rattrapant après des années à part au lieu de les co-conspirateurs qui se réunissent dans les ruines d'un mariage qu'elle a aidé à détruire. Sans attendre une invitation et n'a rien commandé. Je viens de retirer ses lunettes, révélant des yeux qui avaient l'air fatigués, non coupables, juste épuisés. Merci d'être venu, a-t-elle déclaré. J'ai hoché la tête une fois, je n'ai pas souri. Tu as dit que tu voulais parler. Je l'ai fait, soupira-t-elle, se penchant en arrière. Écoutez, je ne suis pas là pour me battre ou défendre ce qui s'est passé. Je pense juste que vous méritez de savoir certaines choses. Je sais déjà, dis-je. Harper s'est assuré de ça. Julian, les textes, le jeu, tout cela. Tasha grimace comme si le jeu a piqué plus. Un projet scientifique. Se retirer de la routine. Sa voix s'est adoucie. Vous vous souvenez à quel point vous l'aimiez? Je n'ai jamais oublié, ai-je dit. Pas une seule fois. C'était le problème. Je n'ai jamais oublié. J'ai juste arrêté d'être dramatique à ce sujet. Je me suis présenté. Je suis resté. J'ai écouté. Mais je ne l'ai pas exécuté. Et parce que ce n'était pas assez fort, elle a supposé que c'était parti. Il y avait un silence, lourd et maladroit. Tasha m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à un regret. Vous devez comprendre, Miles. Naomi a regardé 3 de ses amis les plus proches passer par des ruptures. Nous avons tous découvert que les hommes que nous aimions n'étaient pas vraiment là pour nous. Elle a pensé, peut-être, juste peut-être, si elle secouait la cage, tu rugirais au lieu du bâillement. Je me moquais. C'est donc ce à quoi c'est? Chantage émotionnel au nom de la réconfort. Non, dit-elle rapidement. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Nous avons plaisanté à ce sujet. Oui, nous avons même cartographié quelques lignes, mais je lui ai dit de s'arrêter une fois que cela a commencé à jouer avec votre tête. Tu lui as dit d'arrêter, j'ai répété, ma voix plate. Mais vous ne vous êtes pas arrêté en faire partie. Vous n'avez pas tendu la main. Tu ne m'as pas prévenu. Vous n'avez même pas tressailli quand elle a appelé ça une farce. Tasha baissa les yeux sur ses mains. Pour la première fois depuis qu'elle est entrée, sa bravade s'est craquée. Tu as raison. Nous nous sommes assis en silence pour un battement. Le café devant moi était devenu froid. À l'extérieur, les gens promenaient des chiens, vérifiaient les montres, riaient avec des amis. Le monde ne s'arrête pas pour des mariages brisés ou des manipulations erronées. Elle ne va pas bien, a déclaré Tasha. Après un certain temps, Naomi, elle pleure tout le temps. Elle ne mange pas. Elle ne sait pas comment résoudre ce problème. Elle ne peut pas réparer ça. J'ai dit, parce qu'elle a cassé quelque chose qui ne peut pas être collé. Vous ne pouvez pas torturer quelqu'un pour mesurer son amour. Ce n'est pas l'intimité. C'est de la cruauté. Je pense qu'elle le sait maintenant. Trop tard, dis-je.
Tasha acquiesça lentement. Vous n'y retournerez pas. Non, même le dire à haute voix ressemblait à un dernier souffle. Je le pensais. Je n'étais pas en colère dans la façon dont j'étais. Je n'étais pas rempli de rage ou de vengeance. J'étais juste clair. Clarité aiguë qui n'avait pas besoin de crier. Tasha tâtonna avec son sac, sortit quelque chose de petit, une enveloppe. Elle l'a glissée de l'autre côté de la table. Elle m'a demandé de vous donner ceci. Je ne l'ai pas lu. Elle a dit, si vous ne lui parlez pas, vous lirez peut-être ceci. J'ai regardé l'enveloppe. Il était blanc, pas de nom dessus, juste scellé avec un minuscule X sur le dos. Je ne l'ai pas touché. Je ne pense pas que la lecture d'un autre script va m'aider, dis-je. Tasha a expiré comme elle s'attendait à cette réponse. Assez juste. Elle se leva, lissa son manteau. Tu étais un bon mari, des Miles. Qu'elle l'ait vu ou non, je l'ai regardé. Non, j'étais un mari fidèle. J'étais un mari constant, mais j'ai cessé d'être vu au moment où j'ai cessé de faire de la douleur. Elle cligna des yeux. Pas à la fois. Prenez soin de vous. Vous aussi, dis-je, même si je n'étais pas sûr d'être dedans, elle est partie. L'enveloppe est restée sur le TA. Je suis sorti du café en se sentant plus léger que je ne l'avais fait depuis des mois. Parce que cette réunion n'a pas été la fermeture. C'était une confirmation. Ce n'étaient pas des gens qui ont fait des erreurs. Ils ont pris des décisions. Ils ont construit un piège et ont attendu pour voir si je tombais. Et quand je ne rampais pas comme ils le voulaient, ils l'ont appelé froid. Je l'ai appelé survivant. La médiation a eu lieu dans une salle de conférence fade au 12e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville. Le genre d'endroit où les sentiments sont allés pour étouffer sous des lumières fluorescentes et un tapis mince. Il sentait le tonneur d'imprimantes et les trombones. Les fenêtres offraient une vue d'une ville trop occupée pour s'en soucier. Naomi est arrivée à 7 minutes de retard, habillée un gris en sourdine, son maquillage fait avec une précision chirurgicale et une ombre qui traîne derrière elle. René, bien sûr, le soutien émotionnel général, mon avocat, Devon, s'est penché et a chuchoté dès qu'ils sont entrés, vous n'avez pas à le faire avec elle ici. J'ai hoché la tête, serré. Elle n'est pas sur la paperasse. Je ne dirai pas un mot tant qu'elle ne sera pas partie. Devon sourit comme s'il attendait une raison de fléchir. Il se leva, parlait avec le médiateur, et en quelques instants, René était tranquillement évanoui. Elle n'a pas discuté, m'a juste tiré un regard sur son chemin comme si j'avais donné un coup de pied à son chiot. Les yeux de Naomi l'ont suivi, puis elle se tourna vers moi, secoua visiblement. Je ne savais pas qu'elle venait, dit-elle doucement. Je n'ai rien dit. Le médiateur, un homme plus âgé avec des lunettes de coquille tortueuse et une voix qui ressemblait à une farine d'avoine chaude, a ouvert son dossier. Commençons. La première heure était la misère polie. Conditions, actifs, compte conjoint, meubles. Nous avons parcouru l'article par article comme le comptable divisant une feuille de calcul. Naomi a essayé de garder sa voix calme, mais j'ai remarqué que ses mains se contractaient sous la table. Elle avait l'air plus petite dans cette pièce. C'était peut-être l'éclairage. Ou peut-être que c'était qu'elle n'avait plus de script. Devon en a géré la majeure partie. Il était fluide, ferme, juste. J'ai parlé quand je devais le faire, mais jamais plus qu'une phrase à la fois. Naomi a continué à me regarder, à attendre, espérant peut-être quelque chose, une explosion, un plaidoyer, même une miette d'affection ancienne. Mais j'avais fini de lui donner ce qu'elle voulait. Si elle voulait la tribu, elle aurait dû amener le reste de son club. Puis vint la liste des articles personnels. Elle a revendiqué le canapé, la table basse, un art mural d'un week-end à Asheville. Je m'en fichais. Rien ne signifiait plus rien. Lorsque nous avons atteint les articles de la cuisine, elle m'a regardé, a vraiment regardé et a demandé doucement, puis-je garder le pot de fondu? The fondu pot, un cadeau de mariage de mon cousin qui n'a pas pu assister à la cérémonie. Toujours dans la boîte d'origine jusqu'à il y a 6 mois, lorsque Naomi a décidé que nous accueillerions la nuit d'un couple et que nous foncions du fromage comme des Européens. Nous l'avons utilisé exactement 2 fois. Une fois pour la fondue, une fois pour le chocolat. La nuit avec le chocolat, je lui avais embrassé le front, lui avais dit quel était le meilleur genre de bizarre. Elle a ri et a dit, si nous arrivons à 10 ans, je veux un anniversaire sur le thème de la fondue. Et maintenant, elle demandait à garder le pot comme si cela signifiait quelque chose pour elle.
Comme s'il n'était pas devenu un autre accessoire au théâtre de notre échec. Prenez-le, dis-je. Devon haussa un sourcil, s'attendant probablement à ce que je me batte. Plus. Mais la vérité est que j'ai fini de collecter des raisons de rester folle. Le pot à fondu n'était pas l'amour. Ce ne sont pas des excuses. Ce n'était pas la paix. C'était un récipient en métal plein de souvenirs fondus. Laissez-la la voir. Naomi avait l'air surprise comme elle s'attendait à ce que je discute. Ses lèvres se séparèrent, puis se fermèrent. Peut-être qu'elle pensait que je le tiendrais en otage, l'utiliserais comme effet de levier. Mais il n'y a aucun effet de levier dans le chagrin. Il n'y a que des lâches. Nous avons cassé le déjeuner. Devon et moi avons pris des sandwichs du café en bas. Je n'ai pas mangé, je regardais juste par la fenêtre le passage pour piétons pendant que les gens se précipitaient à travers leur propre petite catastrophe. Devon a gardé la conversation légère, parlant du mariage de sa nièce et d'un nouveau spectacle que sa femme aimait. Je l'ai apprécié. Il comprenait mieux la valeur de la compagnie silencieuse que la plupart. À notre retour, Naomi était déjà assis, seule, pas de René en vue. Elle avait l'air fatiguée, comme un coureur de marathon au mile 25, trop loin et parti, trop têtu pour s'effondrer. La seconde moitié de la médiation a été plus rapide. La garde n'était pas un problème. Pas d'enfants, pas d'animaux de compagnie, juste des fantômes. Puis Naomi a demandé à parler, pas en privé, juste là. Elle a regardé le médiateur, puis à moi, et a dit, « J'ai juste besoin de dire quelque chose avant de soupirer. » Je ne l'ai pas arrêtée. Elle se tourna complètement vers moi, voix basse. Je sais que j'ai ruiné les choses. Je le sais, et j'aimerais pouvoir le défaire. Mais ces dernières semaines, ils m'ont fait réaliser à quel point je me laissais dériver de qui j'étais. J'étais en colère contre la vie, contre moi-même, à quel point tout se sentait de routine. Je laisse mes amis me convaincre que la douleur équivaut à la passion, cette peur équivaut à l'amour. J'ai perdu de vue la différence entre l'attention et l'affection. Je l'ai regardée illisible. Elle continua, les mains serrées. Je pensais que si je pouvais te rendre jaloux, tu tomberais à nouveau amoureux de moi. Ou du moins me montrer que vous vouliez toujours de moi. Mais tout ce que j'ai fait, c'est que vous vous sentiez remplaçable, jetable, et ce n'est pas qui je voulais être. Sa voix s'est un peu brisée, mais elle a continué. Je sais que tu ne reviendras pas. Je sais que j'ai cassé quelque chose de sacré. J'avais juste besoin de te dire que je le vois maintenant. Et je suis désolé. La chambre était calme. Devon n'a pas bougé. Le médiateur n'a pas clignoté. Naomi était assise là en attendant comme quelqu'un qui savait que Hope avait déjà emballé ses sacs, mais avait la décence de saluer la porte. J'ai hoché la tête une fois. Merci de l'avoir dit. Elle avait l'air surprise à nouveau, mais je le pensais. Je n'avais pas besoin de la punir. La vie gérerait cela en son propre temps. Mon silence n'était pas une vengeance. C'était la récupération. Nous avons signé les papiers finaux 20 minutes plus tard. À l'ascenseur, elle s'attarda. Je suis passé devant elle, je ne l'ai pas touchée, je n'ai pas dit au revoir, je suis juste intervenu et j'ai appuyé sur le bouton. Les portes ont commencé à se fermer. Elle a chuchoté, tu me manqueras, Miles. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que je savais que je ne manquerais pas. J'avais raté l'idée d'elle. Celui qui était réel. La femme qui m'a fait rire dans les épiceries. La femme qui s'était endormie au milieu de la phrase et souriait quand je tirais la couverture sur ses épaules. Mais cette femme était partie. Celui qui l'a remplacée a fait fondre mon cœur en morceaux juste pour voir si je ramperais pour eux. Laissez-la garder le pot à fondu. J'ai eu la paix maintenant. Et la paix ne vient pas dans des boîtes. Il s'est terminé un jeudi. Pas de marteau, pas d'écho d'audience, pas de finale, d'objet ou de poignée de main dramatique. Juste un email de Devon estampillé à 14h08 avec la ligne d'objet finalisée. J'ai lu le mot une fois, puis à nouveau, puis je l'ai laissé s'asseoir là comme si c'était un objet étrange sur mon bureau. Le divorce a finalement finalisé après 8 ans de construction d'une vie ensemble. Routine, rire, tasse à café préférée, anniversaire silencieux, petits arguments renversés les oreillers, tous réduits à un PDF et un horodatage. Cela ne ressemblait pas à la fermeture d'une porte. Il ressemblait plus à un tapis retiré et remplacé par de la pierre polie. Froid, lisse, propre.
Le ciel à l'extérieur de mon appartement correspondait à mon humeur. Gris et indécis, comme si les nuages eux-mêmes ne pouvaient pas s'engager à pluie ou à la lumière. Je me suis assis au comptoir de la cuisine avec une demi-tasse de café, et les fenêtres ont craqué juste assez pour entendre le sifflement occasionnel de la circulation. Une partie de moi s'attendait à ressentir quelque chose de plus monumental, rage, soulagement, chagrin, mais tout ce que je ressentais était le silence. Pas la paix, pas encore, mais le silence. Le genre qui vient après une longue tempête, lorsque les meubles sont trempés, mais le vent s'est arrêté. J'ai emménagé dans ce nouvel appartement 2 semaines auparavant. Un espace modeste à travers la rivière, près du travail, plus près de la solitude. Ce n'était pas fantaisiste. Pas de plafond voûté ou de plancher de bois franc. Mais c'était le mien. Chaque objet dedans avait traversé un audit silencieux. Est-ce que je veux porter ça dans ma prochaine vie? Si oui, il est resté. Sinon, il a été donné, saccagé ou laissé dans la maison où l'amour s'est transformé en performance. Les murs ici étaient encore principalement nus. Quelques imprimés encadrés se penchaient contre le sol, attendant d'être accrochés. Le téléviseur était assis sur une console de fortune de caisses empilées. Le seul vrai meuble était un canapé que j'ai acheté d'occasion et un lit que j'ai assemblé tout en écoutant de vieux disques de jazz. Mais le vide n'était pas creux. C'était intentionnel. Cela m'a donné de l'espace pour penser, respirer, pour récupérer. Naomi a essayé d'appeler à nouveau cette nuit-là. J'ai regardé son nom allumer mon téléphone 2 fois, puis 3 fois. Pas de messagerie vocale, puis un texte. J'ai vu l'email. Je sais que c'est réel maintenant. Veuillez m'appeler. Je ne l'ai pas fait. Elle l'a suivi 1 heure plus tard avec une autre. J'ai besoin de dire au revoir de la bonne façon. J'ai regardé le message pendant longtemps. J'ai pensé à tout ce que je voulais lui dire. Comment la version d'elle dont je suis tombé amoureuse avait été lentement enterrée sous le poids des insécurités des autres. Comment je n'ai jamais cessé de la choisir jusqu'à ce qu'elle commence à tester mon choix. La loyauté pour moi était silencieuse. Et au lieu de voir cela comme de la force, elle l'a appelé indifférence. J'ai pensé à répondre, mais je ne l'ai pas fait. Certaines choses n'ont pas besoin d'une réponse. Certains silences sont des réponses complètes. Je suis allé me promener à la place. Au bord de la rivière, où l'air semblait toujours un peu plus propre, comme si l'eau filtrait le bruit de la ville en quelque chose de gérable. Le vent a ramassé, pas dur, juste assez pour tirer dans les coins de ma veste. J'ai dépassé un jeune couple assis sur un banc, leurs mains entrelacées, des têtes se penchant les unes contre les autres de cette manière inconsciente les gens quand ils croient qu'ils sont en sécurité. Je ne les ai pas envisagés. Je ne les ai pas pitiés. J'espère juste qu'ils n'ont jamais eu à apprendre le genre de leçon que j'avais. De l'autre côté de l'eau, les lumières clignotent en vagues, ponts, immeubles de bureaux, bars sur le toit. Le monde a continué à tourner. La vie ne se souciait pas de mon chagrin. Et étrangement, c'était réconfortant. Je n'étais pas spécial dans ma douleur. Je n'étais pas maudit. Je vivais, avançant. Plus tard dans la soirée, je me suis assis au lit en lisant lorsque mon téléphone a de nouveau bourdonné. Naomi, une messagerie vocale cette fois. J'ai hésité avant d'appuyer sur le jeu. Sa voix est passée douce, hésitante et brute. Et, c'est moi. Je ne sais pas à quoi je m'attends. Je sais que vous ne rappellerez probablement jamais, mais je voulais juste le dire une dernière fois. Je suis désolé pour tout. Pour avoir laissé d'autres personnes dans notre mariage. Pour penser que la douleur prouverait quelque chose. Pour ne pas s'arrêter quand je t'ai vu du mal. Je continue de penser à cette nuit-là, tu m'as fait du thé quand j'étais malade. La nuit où vous êtes resté debout jusqu'à 4 heures juste pour terminer cette playlist pour un road trip. Dieu, tu étais si bon avec moi et je ne savais même pas que je te faisais gagner mon amour comme si c'était un prix. Elle a reniflé. Je pouvais l'entendre essayer de le maintenir ensemble. Je t'aimerai toujours, Miles. Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez cela. J'avais juste besoin de le dire à haute voix. Cliquez. C'était ça. Je laisse le silence pendre là. Ensuite, j'ai supprimé le message. Pas par amertume, pas par colère, mais parce que je ne voulais pas commencer l'habitude de rejouer les vieilles blessures. C'était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Je n'avais pas besoin de preuves de son regret. Je n'avais pas besoin d'une archive de presque. J'avais besoin de liberté. Le lendemain matin,
j'ai fait des œufs dans une cuisine silencieuse, joué au tis en lecture à faible volume, assis sur mon nouveau canapé avec des chaussettes dépareillées et un journal que j'ai à peine lu, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose de proche du contentement. Pas de joie, pas encore, mais une douceur dans la poitrine qui m'a rappelé à quoi ressemblait la respiration sans attente. Dans les semaines qui ont suivi, Naomi a continué à essayer. SMS sporadiques, email, même une lettre qu'elle a envoyée par courrier. Des excuses manuscrites cachées à l'intérieur de la couverture d'un livre que j'ai mentionné une fois que j'ai aimé, mais je n'ai jamais répondu parce que j'avais atteint un point où la fermeture n'était pas quelque chose dont j'avais besoin. Je le donnais à moi-même. J'ai commencé la thérapie. Rien de dramatique, juste une session hebdomadaire où j'ai parlé de ce que j'avais enterré, comment j'avais normalisé la négligence émotionnelle, comment je pensais que la loyauté signifiait ne jamais demander plus. Mon thérapeute, Malik, n'était pas du genre aux mots fleuris. Il écouta, hocha la tête et m'a donné juste assez de poussée pour dénicher des choses que je ne savais pas encore en vie en moi. Tu n'as pas tort de lui faire confiance, a-t-il dit un jour. Vous aviez tort pour penser que la confiance signifie le silence. Qui a marqué avec moi? J'ai réalisé que j'avais dépensé une grande partie de mon mariage à choisir le chemin de la moindre résistance. Penser la paix signifiait avaler la déception. Mais la vraie paix est active. C'est mutuel. Il est gagné et honoré, non testé avec des jeux et de la cruauté déguisée en intelligence. Quelques mois après le divorce, je suis tombé sur Renée dans une librairie. Elle a gelé quand elle m'a vu. J'ai hoché la tête poliment et j'ai essayé de continuer à marcher, mais elle est entrée sur mon chemin. Je ne m'attendais pas à vous voir, a-t-elle dit. Je vis ici maintenant. Elle baissa les yeux, puis me remonte. Tu as l'air mieux. Je suis. Elle m'a étudié pendant une seconde. Naomi vous manque. Je suis sûr que c'est le cas, dis-je. Mais elle manque qui j'étais quand j'ai toléré les choses, pas qui je suis maintenant. Renée n'a pas discuté. Elle s'est juste écartée. Cette nuit-là, je ne pensais pas à ce que Naomi pourrait faire. Je ne l'imaginais pas regarder de vieilles vidéos ou faire défiler les photos de nous. Je n'ai pas écrit une lettre que je n'avais jamais envoyée. Je n'ai pas joué de chansons tristes ou de sirotement de whisky pendant le traçage des délais. Au lieu de cela, j'ai appelé Avery. Nous avons attrapé des hamburgers et nous nous sommes assis dehors en riant de rien. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai finalement raccroché l'un des tirages à cadre qui s'était penché contre le mur depuis mon emménagement. Un paysage simple, calme et immobile. Tout ne devait pas être dramatique pour être significatif. Le divorce était définitif. Aussi ma décision. Et comme je me tenais au milieu de mon appartement calme cette nuit-là, j'ai réalisé autre chose. Elle ne me perdait pas. Elle a perdu la version d'elle qui aurait pu m'aimer honnêtement. Et je ne retournais pas pour lui le rappeler. 8 ans. C'est combien de temps je lui ai donné? 8 ans de ma loyauté, de la patience, de mes petites gentilles. L'amour que j'ai offert à Naomi n'était pas flashy. Il n'est pas venu avec de grands gestes ou des vacances ou des déclarations trop chères écrites dans le ciel. C'était stable, calme et cohérent. Je me suis souvenu de sa commande de café. J'ai ramassé ses ordonnances quand elle a oublié. Je lui ai tenu la main quand sa mère était à l'hôpital et je n'ai pas lâché même lorsqu'elle a essayé de s'éloigner. Je pensais que cela signifiait quelque chose. Je pensais que c'était suffisant. Mais apparemment, ce n'était pas assez dramatique pour qu'elle se sente vivante dans notre mariage. Ainsi, elle a construit une performance avec des personnages imaginés, a inventé des points de l'intrigue et un voyage de héros que je n'ai jamais accepté de faire. Ils l'ont appelé Project Wake Up Call comme si c'était une expérience sociale, un test d'amour. Mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est suivre un parcours d'obstacles psychologiques sans mon consentement et l'a appelé romance. Ils ont confondu la manipulation avec l'intimité. J'étais censé prouver quelque chose que j'avais déjà montré chaque jour en restant simplement. Les gens me demandent si jamais elle me manque et je mentirais si je disais que je ne pense jamais à elle parce que je le fais. La façon dont son rire me manque. La façon dont elle s'est recroquevillée sur le canapé comme si elle y appartenait. La femme qui m'a l'habitude de m'envoyer un texto quand elle a trouvé un rocher drôle sur le trottoir et d'envoyer une photo juste parce qu'elle savait que je risque. Cela me manque que Naomi, la version d'elle avant que tout ne devienne une stratégie. Celui qui n'a pas traité l'amour comme un acte de disparition. Mais l'amour sans confiance n'est que la performance. C'est une scène sans éclairage, une chanson sans mélodie.
Et quand elle a transformé notre mariage en une audition unilatérale où j'ai dû prouver ma valeur par la quantité de douleur que je pouvais endurer, elle a échoué le seul test qui avait jamais compté. Respect. Je ne me suis jamais inscrit à ce jeu. Je n'ai jamais accepté d'être opposé à un homme imaginaire, un collègue devenu fantôme. Je n'ai pas accepté de me voir s'effondrer juste pour qu'elle puisse se sentir puissante ou désirée ou vue à travers les yeux d'amis qui ont célébré le chaos comme s'il s'agissait de courage. Il n'y a rien de courageux pour orchestrer un chagrin juste pour voir si quelqu'un tressaille. C'est un lâche habillé en autonomisation. C'est la cruauté avec le rouge à lèvres. Je pense à la nuit que Harper m'a appelé ivre et étourdi de parler de la façon dont cela fonctionnait. Je me demande si elle pense jamais à ce moment et se rend compte de ce qu'elle a vraiment fait. Comment elle a aidé une amie à brûler son mariage parce qu'un club de lecture leur a dit que les hommes devaient souffrir pour apprécier ce qu'ils ont. Je me demande si l'un d'eux perd le sommeil. Probablement pas. Des gens comme ça sont rarement assis avec la culpabilité. Ils l'externalent aux personnes qu'ils blessent. Mais j'ai fait la séance. J'ai fait la blessure. Je me suis assis avec chaque centimètre de ce silence. Chaque nuit de doute. Chaque matin, où je regardais dans le miroir et je me demandais pourquoi je me sentais comme un étranger dans ma propre vie. J'ai gardé des reçus, pas le genre que vous faites signe pour gagner un argument. Mais le genre silencieux, le genre qui se casse lorsque quelqu'un que vous aimez commence à vous traiter comme un personnage d'arrière-plan, un espace réservé, une réflexion après coup. Ils ont dit qu'il s'agissait de me rappeler ce que je pouvais perdre. Mais je n'ai jamais oublié. Naomi n'a pas eu à armer l'affection pour attirer mon attention. Elle devait juste demander. Elle devait juste parler honnêtement. Mais elle ne voulait pas d'honnêteté. Elle voulait du spectacle. Et quand je n'ai pas joué mon rôle avec suffisamment de drame, elle m'a appelé froid. Mais la vérité est que je n'avais pas froid. J'étais engourdi. Et l'engourdissement ne vient pas de l'indifférence. Cela vient de l'épuisement. La vérité qu'ils n'ont jamais préparée. La partie qu'ils n'ont jamais planifiée dans leur petit schéma tordu est que la douleur ne mène pas toujours à la dévotion. Parfois, cela mène au détachement. Parfois, lorsque vous cassez quelqu'un ouvert, il ne rampe pas. Il s'éloigne. Et quand Naomi a vu que je n'allais pas mendier, n'allais pas démêler la façon dont elle s'attendait, elle a paniqué parce que la chose qu'elle essayait de confirmer, mon amour, n'a jamais été le problème. C'était son incapacité à le recevoir sans théâtre. Les gens disent que le temps guérit. Ce n'est pas entièrement vrai. Le temps vous donne de l'espace. Mais la guérison est active. C'est moche. C'est honnête. La guérison est de devoir admettre que vous avez ignoré les drapeaux rouges parce que vous aimez la personne qui les tient. C'est réaliser que parfois l'amour ne meurt pas d'un coup. Il est ébréché par 1000 petits instants où quelqu'un choisit l'ego plutôt que l'empathie. Ce que Naomi a fait n'était pas seulement une infidélité, réelle ou imaginée. Il s'agissait de la confiance, de la croyance fondamentale que quelqu'un qui prétend aimer ne vous fera pas intentionnellement douter de votre réalité juste pour voir si vous vous accrocherez plus fort. Elle voulait que je la poursuive, mais tout ce qu'elle a fait était de nous mettre dans le sol. Je ne la déteste pas. Cela surprend les gens quand je le dis, mais je ne le fais pas. La haine signifierait qu'elle tenait toujours de l'espace en moi, que ses actions possèdent toujours quelque chose, mais ils ne le font pas. Je l'ai laissé partir quand j'ai quitté cette maison avec un sac de bouchons et un cœur silencieux. Je l'ai laissé repartir pendant la médiation, quand elle a demandé à garder le pot de fondu comme si c'était un symbole de qui nous étions. Et je l'ai laissé partir pour de bon le jour où le divorce a finalisé. Quand je n'ai pas pris son appel, je n'ai pas écouté sa messagerie vocale. Je n'ai pas répondu à la lettre qu'elle a envoyée par la poste dans le livre que j'ai dit une fois que j'ai aimé. Parce que je comprends maintenant, je n'ai jamais été censé gagner son jeu. Les règles étaient toujours truquées. C'était un test conçu pour échouer et le prix était juste plus de douleur. Donc, non, je n'ai pas échoué à son test. J'ai simplement refusé de jouer. Et parfois, s'éloigner n'est pas la reddition. C'est la seule forme de victoire qui compte.